Avez-vous déjà rencontré un grand brûlé? Probablement pas, parce que la plupart d'entre eux n'osent pas sortir par peur de la curiosité ou de la répulsion qu'il nous inspire parfois. Moi, cet été, j'ai rencontré une grande brûlée pour la première fois. C'était Annie Berthiaume. Annie qui nous proposait à ce moment-là de recevoir dans notre studio des grands brûlés parce que, disait-elle, c'était une occasion de leur permettre de nous dire ce qu'ils vivent, de nous dire les sentiments qui les habitent et de nous dire un peu, nous parler du genre de regard qu'on pose sur eux. Alors, c'est chose faite. Il y en a 17 de ces grands brûlés qui sont dans notre studio ce soir. Et ils auront l'occasion de nous parler des obstacles qu'ils ont dû franchir avant de pouvoir reprendre une vie normale. Annie, est-ce que c'est vrai que la plupart des grands brûlés se cachent et n'osent pas sortir parce qu'ils ont peur de nos réactions? Il y en a beaucoup, certains se cachent. C'est pour ça que je trouvais important qu'on fasse l'émission pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation. Puis aussi pour montrer aux gens que c'est pas parce que nous sommes comme ça, de passer par-dessus notre extérieur et d'aller voir ce qu'on est vraiment à l'intérieur, de voir ce qu'on est dans notre cœur. Isabelle, dans quelles circonstances ça vous est arrivé, vous, d'être brûlée? Ben moi, j'étais toute jeune, puis j'avais 7 ans. Puis là, mes parents ils avaient fait on avait eu de la visite le soir, puis ils avaient fait un feu dans le foyer. Puis ma mère travaillait de nuit, elle était partie, puis la visite, elle devait être partie tard dans la soirée. Moi, je me suis levée de bonne heure pour écouter mes comiques, puis c'était l'hiver, fait que chez nous, comment c'est placé, le foyer est à l'opposé de la télévision. Fait que, vu que j'avais froid, j'ai ouvert les portes, puis j'étais de dos au foyer. Puis là, ben, j'écoutais mes comiques, mais j'avais comme une petite jaquette en satin. Puis il y a des tisons qui sont ramassés sur ma jaquette, puis là, ben, ça a tout flambé. Et j'imagine que, bon, vous vous êtes réveillée beaucoup plus tard à l'hôpital. Non, mais ce que je me rappelle, c'est que ça a tout pris, puis je courais. Mon petit frère, il était présent quand ça m'est arrivé. Puis j'ai pas perdu connaissance. Mon père est arrivé, puis il m'a mis dans la douche. Il m'a arrosé, puis il m'a mis dans une grande couverte, puis il m'a emmené tout de suite à l'hôpital. Et depuis ce temps-là, combien d'interventions vous avez dû subir à l'hôpital? Au moins une quarantaine, puis ça continue toujours. Comme là, à Noël, je vais en avoir encore une, puis ça continue tout le temps. Madame Giguère, est-ce que vous vous souvenez des circonstances, vous en souvenez sûrement, des circonstances dans lesquelles c'est arrivé, oui? C'est un peu la même chose, c'est drôle, hein? Je suis montée, moi, je voulais aider ma mère. Alors, j'ai pris une chaise, ma mère était pas là. J'ai pris une chaise, puis je suis montée sur le poêle de ma mère. Et puis, j'avais une petite robe de nylon. C'était en 1966. Dans ce temps-là, les vêtements étaient pas contrôlés comme ils sont aujourd'hui. Le feu a pris dans la robe. Et comme elle disait, elle, on ne perd pas conscience. Même qu'on est encore plus conscient, on a les sens aiguisés. Moi, je me souviens, j'avais juste 5 ans, je me souviens que j'ai couru dans la maison, je paniquais tellement, je savais pas quoi faire. Puis je me suis roulée dans un drap. Puis je sais pas pourquoi, à 5 ans, j'ai pensé ça, mais probablement, je sais pas. L'instinct de survie. Probablement. Puis après ça, je suis sortie dehors pour aller voir une voisine. Puis ça a été juste quand je me suis rendue à l'hôpital après que là, j'ai perdu conscience. Tu vois... C'était comme si, à ce moment-là, votre organisme se permettait, là, il se disait, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, je peux me laisser aller. Oui, probablement. Je sais pas vraiment, là. Madame Baudouin, dans quelles circonstances vous avez été brûlée? Bon, c'est que j'étais en voyage de noces avec mon mari. Et puis, bon, on est allé dans une auberge chez un de nos amis qui nous avait offert la semaine en cadeau de noces. Et puis, il y avait une fuite de gaz dans l'hôtel où on était. Puis, au moment où on est venu pour sortir à l'extérieur, il est provenu une étincelle par un moteur qui est parti. Puis là, bon, la pièce où on était s'est remplie complètement de feu à cause du gaz propane. Moi, j'ai perdu conscience après que le feu m'ait recouverte, là. Mais mon mari, lui, était conscient. Puis moi, je me suis réveillée dehors. Bon, en lambeaux, évidemment. J'avais un pied, la moitié d'un pied de partie, là, quand ça l'a sauté. Autrement dit, il y a un pilier de bois qui m'a sectionné la moitié d'un pied. Puis, bon, j'ai perdu ma connaissance après encore à l'hôpital de Trois-Rivières. Là, quand on est arrivé là, bon, ils ont fait les premiers soins. Et puis après ça, ils nous ont donné une injection. Puis c'est là que je me suis endormie pour me réveiller à peu près 15 jours plus tard. Et ça fait combien de temps que c'est arrivé, ça? Ça fait 5 ans. Combien de temps pensez-vous que ça vous a pris
avant de vous en remettre physiquement et psychologiquement? Je dirais que ça a pris un peu plus de temps physiquement à cause de mon pied, là, parce que je pouvais pas marcher. Ça m'a pris au moins 2 ans, 2 ans et demi, vraiment à être établi complètement. Psychologiquement, peut-être 1 an, ça a été pas mal plus vite. J'ai pris ça assez bien. C'est sûr qu'au début, là, c'était un peu difficile, mais je m'en suis bien sortie. Pas pour dire que je l'ai pris en rien, mais je m'en suis très bien sortie. Puis aujourd'hui, je suis très fière de ça. Monsieur Parr, vous, ironie du sort, vous avez été pompier longtemps. Est-ce que ça vous préparerait un peu mieux à faire face à cette situation-là? Parce que vous êtes l'époux de Mme Beaudoin. Définitivement, qu'en étant pompier, ça m'a aidé beaucoup parce que quand la boule de feu est arrivée en arrière de moi, je savais là, que c'était du gaz qu'il y avait à l'intérieur. Puis j'ai crié à ma femme de ne pas respirer, puis là, je me suis mis les mains devant le visage en disant, ben, elle va faire pareil comme moi. C'est ce qu'elle a fait. Fait que quand je me suis découvert le visage, la flamme, mes vêtements brûlaient, mais je voyais ma femme brûler, ça fait que j'ai parti en courant, j'ai été sur elle, puis j'ai arraché ses vêtements sur le dos. Puis j'ai éteint le feu qu'elle avait dans les cheveux. Puis là, ben, elle avait le pied pris en dessous d'une poutre, mais il fallait sortir de là parce que tout s'écroulait. Fait que quand je l'ai pris dans mes bras pour la sortir de là, mais il y a la moitié du pied qui est resté en dessous de la poutre. Fait que là, j'ai pris dans mes bras, j'ai sorti à l'extérieur, on s'est roulé dans l'arbre, c'est le même que je me suis été. Madame Beaulieu, en ce qui vous concerne, vous avez perdu des êtres chers. C'était un incendie, l'incendie de votre maison, en fait. Oui. Vous avez perdu votre époux Oui. et un fils dans cette catastrophe-là. Qu'est-ce qui vous a aidé ensuite à passer à travers ça? Parce que j'imagine, il y a d'abord la souffrance physique, il y a la souffrance morale, il y a la perte des gens qui pourraient nous appuyer. Et... Ce qui m'a aidé, c'est ma famille, mes parents, mes frères et mes sœurs qui m'ont encouragé, sont encore derrière moi dans le moment qui m'encouragent continuellement. Si j'aurais pas eu ma famille, je me demande à quel point, comment je m'en serais sortie. Parce que j'imagine que sur le plan d'abord des souffrances physiques, ça doit être quelque chose de très difficile à supporter. J'ai pas eu du mal physiquement. J'ai été dans le coma presque 3 mois. Fait que j'ai pas souffert physiquement. Moralement, ça a été plus difficile. Vous souvenez-vous, Madame Beaulieu, de vos premières réflexions quand vous êtes sortie de ce coma? J'imagine peut-être des inquiétudes d'abord, savoir qu'est-ce qui était arrivé au vôtre. De quelle façon on vous a appris ça et de quelle façon on vous a appris l'étendue des dégâts, en fait? Probablement que dans le temps que j'étais dans le coma, on m'a expliqué que ma famille était décédée. Mais j'acceptais pas que mon garçon soit décédé. Je faisais continuellement des projets pour lui. On me disait toujours, d'accord, il est décédé, puis c'est fini. Mais j'acceptais pas. Non, j'ai même arrêté de manger. Je regardais au plafond tout simplement ou à la fenêtre des journées et des journées. Je voulais plus vivre. Je considérais que j'avais plus rien. Je pouvais même pas parler normalement. J'étais sourde. Je voyais à peine. Je voyais presque pas. Non, il n'y avait pas de raison pour moi de continuer à vivre. Fait que j'ai arrêté de manger. Je croyais que j'en finirais plus vite. Fait que... J'imagine que c'est peut-être une constante qui revient pour plusieurs d'entre vous, d'avoir d'abord pensé que vous étiez les seuls grands brûlés, que c'était une catastrophe pour vous et de ne pas penser qu'il y en avait d'autres. Et avant, j'imagine, de rencontrer des gens qui avaient vécu la même expérience, on doit d'abord se sentir très seul. Monsieur Brunet. Je me suis senti seul, puis j'ai pas attaché d'importance. Je me suis jamais préoccupé à savoir quand ça serait fini, qu'est-ce que ça serait mon apparence physique ou quoi que ce soit d'autre. Moi, à l'hôpital, je me suis jamais préoccupé par ça. Puis au niveau de la souffrance physique, bien, je veux dire, au moment de l'accident, on est tellement sur les nerfs qu'on, je veux dire, j'ai pas de souvenir de douleur du tout. Tu sais, c'est après un peu à l'hôpital. Moi, j'ai été un peu, je veux pas insouciant finalement face à ça. Dans le sens que je prenais ça comme ça venait. Je veux dire, je me renseignais qu'est-ce qui était pour faire les interventions suivantes, qu'est-ce que c'était pour donner, puis je prenais ça vraiment au jour le jour, puis je dis, bon, ben là, ça va faire ça, les mains vont ouvrir plus, je vais être capable de prendre une bouteille autrement que par le goulot, puis, tu sais, à mesure comme ça. Puis c'est ça qui fait, finalement, que
tu fais une transition vers ta sortie de l'hôpital, ben là, tu es plus autonome, puis je veux dire, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Tu continues une vie normale. Moi, je l'ai pris un peu de même. C'est peut-être... C'est quasiment de l'insouciance, finalement, tu sais. Oui, j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens parmi vous qui ont dû trouver ça plus dur. Peut-être, entre autres, les jeunes à qui c'est arrivé très tôt. Chantal Rodrigue, ça vous est arrivé en bas âge, vous, cet instant? 7 ans. Vous aviez 7 ans. Alors, vous avez été hospitalisé combien de temps? Une année. Une année. Alors, quand on sort de l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est un peu un milieu protégé, on a ses parents qui viennent nous voir. Quand on sort de l'hôpital et qu'on se retrouve, par exemple, à 8 ans, à l'école, avec des petits camarades qui ne sont pas toujours très délicats, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des propos durs à votre égard? Oui, ça a été difficile. Ben, quand j'étais en milieu hospitalier, là, j'avais mon frère, puis j'avais Sonia aussi que j'ai connue à ce moment-là, fait que j'en avais d'autres. Quand je suis rentrée en milieu scolaire, j'ai vraiment trouvé que les autres enfants étaient cruels. À un moment donné, je sais que je me suis fait crier beaucoup de noms, puis il y a aussi en éducation physique, le port des shorts est obligatoire, fait que je faisais pas exception à ça. Je sais que je me faisais beaucoup regarder. Puis des fois, il y avait des activités parascolaires, c'est ça, sportives. Fait qu'à ce moment-là, je trouvais ça vraiment difficile, là. Quand il y a des gens qui passent à côté de toi, puis vraiment, là, la face lui tombe, là, c'est le dédain, là. Ou encore, te faire crier des noms, comme te faire traiter de toasté, de flambé. Aujourd'hui, j'en ris, mais dans ce temps-là, C'était pas drôle. je trouvais pas ça drôle. Est-ce que c'est le genre de choses, Patrice, que tu entends de la part de tes petits amis, toi, te faire traiter de toasté ou... Parce qu'il y a quelque chose de méchant là-dedans. Est-ce que c'est difficile pour toi à l'école? Est-ce que les gens avec qui tu étudies sont gentils avec toi ou ils ont tendance à être méchants parfois? Ben, ils me traitent souvent de noms. Ben, des mauvais noms. Ben, j'ai beaucoup de misère des fois. Quand ils me traitent de noms, ça me fait mal en dedans. Ça te fait mal en dedans. Et si tu écoutes ce soir, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire à ces petits camarades de classe-là? Ben, ce serait plutôt le lendemain. Je lui dirais, si ça répéterait, je leur dis souvent, j'aime mieux j'aime mieux être brûlé qu'être un idiot comme lui. Parce qu'ils te crient des noms, en fait, hein? C'est ça. Monsieur Dubois, vous êtes le beau-père de Patrice. Vous avez été, vous aussi, brûlé. Alors, vous avez vécu l'adolescence, je pense. L'enfance et l'adolescence. L'enfance et l'adolescence. Et j'imagine qu'à l'adolescence, il doit avoir des choses pas faciles à accepter parce qu'on est peut-être plus conscient de son image à ce moment-là. Oui, c'est exactement ce qui arrive. Durant l'enfance comme telle, j'ai pas souvenir que j'ai eu des problèmes parce que quand tu es enfant, je veux dire, tu vis, puis tu pas au fur et à mesure. Mais durant l'adolescence, lorsque les contacts ont commencé à se faire, en particulier avec les étrangers, les filles, puis les gars, changer d'école, puis des choses comme ça, changer de ville, à ce moment-là, j'ai commencé à me préoccuper de la réaction des gens face au fait que j'étais un brûlé. À ce moment-là, j'ai dû, comme la demoiselle parlait tout à l'heure de le port des shorts, j'ai dû moi-même passer par-dessus ça, à cause de l'apparence des brûlures, pour faire ce que moi je voulais faire. Fait que je dirais que pendant 4 ans à peu près, j'ai eu des problèmes de préoccupation de ce que les autres pensent quand ils me parlent, parce que je remarquais que les yeux bougeaient beaucoup face à mon visage ou face aux mains. C'est une observation qu'on est sur le qui-vive, puis on remarque tous ces détails. Puis pendant ce temps-là, je veux dire, on n'est pas toujours là. On pense plus à observer l'autre qu'à vivre avec l'autre. Et qu'est-ce qui fait que ça a changé après 4 ans? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des groupes d'amis. Puis il y avait une amie dans le groupe qui, à un moment donné, avait ce problème-là de vivre avec un type qui avait des brûlures parce qu'elle-même s'est rendue compte que ça la tracassait, ça la travaillait que je sois un brûlé. Puis qu'un bon jour, elle s'est rendue compte elle-même qu'elle n'y pensait plus. Elle pensait plus que j'étais brûlé. Puis elle m'a dit ça, puis ça a cliqué dans ma tête, puis ça a été fini. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de donner un coup de main à Patrice ou l'aider à passer à travers peut-être la période d'adolescence qui va venir à un moment donné, qui peut être plus difficile pour lui? Bien, c'est toujours surveiller qu'est-ce qui se passe avec lui, de la manière qu'il pense,
la manière qu'il réagit face aux autres, et puis essayer de lui apprendre à surmonter certains commentaires de d'autres, parce que c'est faisable, en comprenant justement qu'il y a des gens qui réagissent bien, il y en a qui réagissent moins bien, mais qu'après un certain temps, ils sont corrects. Puis il y en a d'autres, bien, ça ne réagit pas du tout. Je veux dire, mais c'est la même chose un peu comme tout le monde. Même les gens normaux, il y a des gens qui ont une très belle apparence, mais il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir. Je veux dire, c'est une réaction humaine normale. C'est ça, vous devez comprendre en fait que nos mauvaises réactions sont souvent liées à un manque d'information, par exemple. Quelqu'un me disait que des fois, on pense que vous êtes contagieux ou on pense que vous avez le sida. Ou bon, il y a toutes sortes de questions plus étranges les unes que les autres qui vous sont posées, j'imagine. Monsieur Lafontaine. Oui, surtout chez les enfants, c'est peut-être, dans mon cas, c'est arrivé une couple de fois là, de façon tout à fait candide, où des enfants me demandaient est-ce que ça s'attrape, est-ce que je peux toucher à tes mains, des choses comme ça. Même des gens qui te demandent est-ce que c'est ça le sida, parce qu'on a entendu parler qu'il y avait des maladies de la peau en rapport avec ça. Moi-même me demandais ça, ce qui fait qu'à un moment donné, bon, faut passer par-dessus ça puis en rire, là, mais c'est un peu agaçant, si on veut, comme réaction. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans toute cette expérience qui a suivi ces brûlures? Je pense que c'est la remise en question de tout ce qu'on fait, parce que, bon, on se fait un peu un cheminement de carrière, puis on fait des projets. Puis tout ça, du jour au lendemain, vient remettre en question complètement, je ne sais pas si ça a été le cas pour les autres, mais remettre en question notre façon de vivre, notre façon de nous organiser, ce qu'on voulait faire. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile aussi, c'est l'incertitude, le doute de ce qui va arriver, parce que les brûlures, c'est quelque chose qui est très étendu dans le temps. Ça s'étend sur plusieurs mois, 12 mois, 18 mois, même plus, le phénomène de cicatrisation. C'est toujours le doute comment ça va évoluer. Est-ce que, surtout les premiers temps, là, quand constater les brûlures, j'avais des brûlures au visage, je me demandais est-ce que je vais rester cicatrisé, est-ce que je vais rester marqué, comment ça va se passer. Puis aussi la séparation de mes enfants, là, dans les premiers temps, ça, j'ai trouvé ça plus pénible. Madame Desmeules. C'est un peu difficile, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, aujourd'hui, on a Flamme qui nous aide à nous... on peut parler à des gens qui nous aident, mais moi, dans mon temps, ça y était pas. Puis le centre des Grands Brûlés n'existait pas à Québec non plus. J'étais allée dans un autre hôpital et j'ai trouvé ça très dur aussi avant de sortir, parce qu'ils me transportaient du 4e étage, ils me descendaient en bas par les ascenseurs. Ils me faisaient tout faire le long du passage en bas pour aller dans la bâtisse en arrière pour aller en physiothérapie. Et je me faisais cacher le visage parce qu'il y avait du monde qui passait dans les passages. Tandis que dans les centres de Grands Brûlés, ben, on est tous ensemble. On ne sort pas en dehors. Puis quand je suis arrivée à la maison, là, si j'avais eu Flamme là, qui fait aujourd'hui, comme ça, aller me parler avec d'autres. On a un local, puis on peut aller jaser. Puis ça m'a manqué beaucoup. Aujourd'hui, je le vois. J'aimerais ça en entendre d'autres sur votre sortie de l'hôpital. Madame Plante, par exemple. Parce que il me semble qu'encore une fois, à l'hôpital, bon, on est entouré de gens qui nous aiment bien, de gens qui vont vouloir nous supporter, nous épargner peut-être des difficultés. Mais quand on sort et qu'on est confronté au premier regard, est-ce que ça a été un choc difficile pour vous? Bien, moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'école, je commençais ma maternelle. Le contact n'a pas été trop difficile avec les enfants parce que je dois dire que ma maternelle, ça a été numéro 1. Les enfants, ils étaient extraordinaires. Je portais des masques, puis c'est eux autres qui m'ont demandé de l'enlever. Côté les enfants, les étudiants, j'ai jamais eu de problème. Peut-être les plus vieux, c'est sûr qu'il y en a des méchants, là. Mais à part ça, c'était surtout côté des parents des enfants. Madame Hamel, des parents des enfants, dites-vous. Oui. Pourquoi? Les parents avaient peur que je traumatise les enfants. Ils disaient ah non, faudrait pas qu'elle vienne dans cette école-là. Si c'est une école de personnes ordinaires, faudrait qu'elle aille dans une, comment je pourrais dire ça, une école là, où tu es tout seul, une école privée, là, pour pas que les autres te voient. Ils auraient voulu vous exclure de ce milieu-là. C'est ça. Madame Hamel, est-ce que vous avez trouvé difficile, vous, de sortir de l'hôpital et de vous voir confronté à tous ces gens qui devaient vous poser plein de questions? Et... Disons que de mon point de vue, moi, je me suis oubliée quand même quelque temps, là, parce que mes 2 enfants étaient dans les mêmes conditions, mon mari aussi. Je marchais pas. Alors là, moi, mon premier but, c'était de refonctionner
le plus vite possible. Vous n'étiez pas capable de vous servir de vos jambes? Non, ni de mes mains. Et puis, bon, avec de jeunes enfants brûlés, bon, ben, tu sais qu'il y a des tâches insurmontables qu'il faut que tu surmontes. Et puis, en fin de compte, j'ai eu de l'aide de la famille près, là. Et puis, la physiothérapie, je veux dire, c'est quelque chose, là, quand tu sors de l'hôpital. Tu commences à aller bien un petit peu que là, on recommence à te faire mal pour ton bien. Puis c'est que les enfants aussi suivent les mêmes traitements. Et puis, disons que là, toi, tu es un exemple pour tes enfants. Alors, vous êtes obligé d'avoir plus de courage. Alors, toi, encore. tu peux pas lâcher. Il faut que toujours, tu donnes l'exemple parfait. Monsieur Lapointe? Le retour à la maison, moi, j'ai trouvé très pénible. D'abord, à l'hôpital, on est encadré. J'ai fait 2 mois d'hôpital. J'ai été chanceux par rapport à que ça aurait pu se rallonger. J'ai bénéficié, moi, de culture de peau. Alors, ça a peut-être raccourci mon temps d'hôpital de quelques mois ou de... Ce que j'ai trouvé... La culture de peau, peut-être nous expliquer en quelques secondes qu'est-ce que ça veut dire. Au lieu de faire une greffe comme ils font, de prendre une partie de peau sur une partie pas brûlée. Ouais. Ils ont pris, c'est un petit morceau de peau qu'ils m'ont pris sur le corps, et puis ça a été dans un laboratoire fait de la culture de peau. Ça s'est multiplié, ça, et puis avec ça, ils m'ont fait un tiers du dos que j'avais de brûlé. Ce que j'ai trouvé dur, moi, en retournant à la maison, c'est qu'en sortant de l'hôpital, on est complètement... Ils nous laissent avec un petit paquet de pansements, et puis on s'en va à la maison, puis on est supposé être bien. Mais c'est pas là, c'est là que commence commence la vie, comme je veux dire. Parce que on est démunis, complètement démunis. On ne sait pas quel bord on va prendre. J'étais avec mon épouse. Je prends l'occasion de la remercier. On ne savait pas où aller. Qui voir. Il y avait des pansements à faire. On a pris, c'est d'arriver d'un bord à l'autre pour être de renseignement. Là, à un moment donné, elle a connu Flamme. Et puis, c'est des personnes ressources qui nous ont aidés. Est-ce que de parler aussi avec d'autres personnes qui ont vécu cette situation-là, c'est quelque chose qui a pu vous aider? Oui. Moi, c'est ça, moi, qui m'a décollé, parce qu'on a eu une assemblée, au mois de mai, avec Flamme. Et puis, j'avais de la misère, moi, à sortir et puis à rencontrer du monde. Et puis seulement entre brûlés. Et puis, à force de parler avec eux autres, on s'est aperçu que ce que je vivais, l'autre brûlé le vivait la même chose. Ça veut dire quoi, ça, exactement, M. Lapointe? La peur de sortir, la peur de rencontrer des inquiétudes. Et puis, comme monsieur disait tout à l'heure, la perspective, hein, c'est fermé, on peut pas aller, vous voyez pas très loin ce qui va se passer. Et puis, alors, c'est ça, là, cette rencontre-là m'a aidé beaucoup. C'est là que ça l'a décollé, puis que... Actuellement, là, je fonctionne un peu mieux, mais il y a encore... Steve, comment ça t'est arrivé, toi, ces brûlures? Moi, je voulais brûler des nids de chenilles à l'âge de 8 ans parce que tous les voisins se plaignaient qu'il y avait trop de chenilles. C'était dans l'été. Fait que là, on a dit, on va faire une bonne action. On va brûler des chenilles. Fait que là, j'étais allé chez un de mes amis. On a pris de l'essence dans le garage qui était pas barré. Des allumettes. Puis là, moi, je tenais le petit bidon d'essence. Puis mon ami a lancé l'allumette. Là, j'ai eu peur. J'ai fait ça. Puis ça allait exploser. Là, mes amis sont sauvés parce qu'on avait 8 ans. Ils sont fait trop jeunes. Fait que là, moi, j'avais appris en 3e année qu'on fallait se rouler à terre si le feu prenait sur nous autres dans une tente ou quelque chose. Fait que là, je me suis roulé à terre, j'ai couru jusqu'à chez nous. J'étais pas très loin de chez nous. Là, ma voisine est venue à mon aide, là. Elle a appelé les policiers, puis... Qu'est-ce que tu dis de tout ça maintenant? T'as 16 ans, toi? Oui. Est-ce que, à l'adolescence, puisqu'on en parlait tantôt, là, est-ce que tu gardes espoir facilement de te faire une petite amie? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui sont autour de toi ou tu as l'impression que c'est une barrière d'avoir le visage marqué, par exemple? Non, à cette heure, ça me dérange plus. Avant, tu sais, j'étais gêné un peu, mais ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Elle me disait, faut pas que tu te renfermes, faut que tu continues à vivre, puis les gens vont s'habituer, puis on t'empêchera pas d'avoir des amis, tout ça. Puis
Maintenant, ça me dérange plus. Je vis comme normalement. Madame McCutcheon, qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, à des grands brûlés qui font partie des groupes qui hésitent à sortir, à rencontrer d'autres personnes? Bon, je vous inciterais beaucoup à sortir parce que rester dans la maison, c'est pas très bon pour le moral. Puis, voir des gens, puis de voir leur réaction. Se distraire aussi parce que rester à la maison, c'est très difficile de se réhabiliter. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous réhabiliter, comme vous dites, à reprendre goût à la vie? Ma fille et mon frère m'ont beaucoup aidé. Puis, j'allais aussi à l'hôpital, à la physio, rencontrer les physiothérapeutes m'ont beaucoup aidé aussi, à parler. Puis... Est-ce qu'il y a des choses, quand on est grand brûlé, qu'on s'interdit ou, comme par exemple, je sais pas, quand on est marqué dans le visage ou les premières fois, j'imagine qu'on doit avoir très peur de se regarder dans un miroir. Est-ce que ça a pris du temps avant que vous puissiez réutiliser des miroirs? Oui, Monsieur Lafontaine. Les premiers temps, parce que j'étais devenu complètement enflé, noir. À partir du moment où j'ai réussi à ouvrir un œil, je me suis vu le visage, je voulais plus me voir parce que là, il me semblait que j'étais défiguré pour le reste de mes jours. Puis dans les premiers temps, ben, quoique moi, je n'ai pas resté marqué là, comme d'autres, mais dans les premiers temps, je pense qu'il y a une grande appréhension face à ce qu'on va voir dans le miroir, à l'évolution aussi, parce que les cicatrices se mettent à apparaître tout d'un coup. Là, tout d'un coup, je connais dans le temps, mais quand les cicatrices se mettent à apparaître, on dit tiens, ouais, il y en a une qui se forme, il y en a une qui commence à se former ici ou là. C'est cette appréhension-là. Annie? Ben moi, à l'hôpital, je suis allée, j'étais à Sainte-Justine et ils ont enlevé le miroir dans ma chambre parce qu'ils ne voulaient pas que je me voie, justement. Ils avaient peur de ma réaction. Ils ont attendu que je le demande. Puis après un bout de temps, je l'ai demandé. Ma mère était présente. Elle a attendu, elle a eu peur de ma réaction. Mais quand je me suis regardée, j'ai dit à ma mère, ben c'est pas si pire que ça, maman. C'est la seule réaction que j'ai eue. Elle m'avait tellement dit que Annie, tu sais, t'es défigurée, il faut pas que tu fasses d'illusions, tu seras plus comme avant. Moi, je m'étais faite à l'idée que c'est épouvantable. J'ai dit que c'était pas si pire que ça. Donc, c'était une bonne politique de cacher le miroir pendant un bout de temps. Madame Giguère. Moi, je faisais regarder dans le miroir assez fréquemment, là, pour me montrer les progrès qu'il y avait. Puis je trouvais ça pas mal dur dans le sens que j'avais beau être petite, là, je savais que je serais plus comme avant. Puis ma mère, je me souviens, m'avait amené une poupée, une super belle poupée à l'hôpital. Et puis quand, à un moment donné, il m'avait montré les marques dans mon cou, je me souviens que j'avais demandé des crayons, puis que j'avais marqué la poupée de la même façon que moi, parce que c'est comme si, mon Dieu, c'est comme si je me disais, ben toi aussi, là, tu sais, t'es faite. T'es pareil comme moi, là. On va être ensemble, on va pouvoir être ensemble maintenant. Parce que, tu sais, pour 5 ans, là, moi, je pouvais pas accepter de me voir comme ça, puis de voir la poupée qui était si belle à côté de moi, tu sais. Déjà, fait qu'imagine. À l'adolescence, ça a été très difficile. J'ai vécu une période de révolte épouvantable parce que j'avais une mauvaise façon de penser. J'aurais voulu que tout le monde, absolument tout le monde m'aime bien. C'était impossible, mais en tout cas, j'aurais bien voulu que ça se passe comme ça. Et puis, je me rendais compte que pour avoir des amis, là, j'aurais fait à peu près n'importe quoi, mais n'importe quoi. Je donnais tout ce que j'avais. Je permettais à mes amis de tricher sur mes feuilles d'examen. Absolument à toutes. Tu sais, je voulais vraiment qu'ils m'aiment. Puis je me suis rendu compte que ça m'a rendu plus malade que d'autres choses. Qu'il fallait que moi, je commence à m'aimer, que les autres m'aiment vraiment. Parce que les personnes qui étaient avec moi, c'était parce qu'ils savaient que je pouvais leur donner. Mais moi, à un moment donné, je me vidais, puis il n'y avait pas personne pour me redonner ce que j'avais de besoin. Alors, j'ai cherché des personnes qui avaient quelque chose à me donner à moi aussi. Est-ce que, Mme Giguère, quand vous aviez 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça vous a donné l'impression que vous ne pourriez jamais, par exemple, vivre une relation amoureuse? Ou est-ce que vous aviez fait une croix là-dessus en vous disant « ça ne sera pas possible » ? Non, je pense que les autres l'avaient fait plus que moi, tu sais. Disons que, bon, mes parents étaient très inquiets. C'était normal, je crois. Et moi, bon, c'est sûr que je cherchais l'amour. C'est définitif. J'avais tellement besoin d'amour que ça m'a fait commencer une vie très tôt. D'ailleurs, je me suis mariée à 18 ans. Et j'ai rencontré quelques garçons. Il y en a quelques-uns qui m'ont laissé parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter le regard que les autres me portaient. Et à un moment donné, j'ai trouvé l'homme qu'il fallait. Sauf que ça a été long. Puis, ça a été la peur aussi, la panique, quand je me suis rendu compte qu'un garçon s'intéressait vraiment à moi. Alors, je me suis dit, là, attends un petit peu, là. Quand je vais être en été, là, puis que je vais me dévêtir un peu, là,
J'avais un peu peur. Puis en plus, le monde à côté de moi disait, mais ça se peut-tu? Il est bien trop beau. On ne pourra pas le garder, ça se peut pas. Puis moi, je venais que je le croyais, tu sais. C'est vrai, je le croyais, ça. Puis, ben finalement, c'est l'attitude de Robert qui a tout changé. Lui, c'est moi qui m'en faisais plus un complexe que lui-même, finalement. Et vous êtes encore avec lui? Absolument. Madame Desmeules. Vous parliez des choses qu'on était obligés d'arrêter de faire. Moi, j'adorais beaucoup me baigner. Mais c'est arrivé sur un terrain de camping, puis j'ai été en costume de bain. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais retourné me baigner. Je n'ai pas été capable. Pourquoi? À cause de la réaction des autres personnes? J'avais peur de la réaction des gens. J'ai compensé par d'autres sports. Je fais d'autres choses l'été, du bicycle. J'ai compensé par d'autres Je serais curieuse d'en entendre d'autres là-dessus, M. Parr. Est-ce que ça fait partie du genre de défi qu'on doit se donner, de se dire, ben quand je vais m'accepter suffisamment moi-même, je sais pas, je serai capable de me promener en maillot de bain? Je sais pas si je suis plus audacieux que madame qui vient de parler, mais moi, pour combattre ça, ça faisait 2 ans que j'étais brûlé. J'ai dit, tiens, je vais le faire. J'ai parti me en Jamaïque, sur le bord de la plage, puis je me promenais en costume de bain. C'est sûr que le monde te regarde, ça, définitivement. Mais encore là, je me croupissais. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui étaient alentour de moi qui comprenaient ce que c'était un brûlé, qui ne savaient pas ce que c'était. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps prêché ça. Je veux dire, je donne à peu près 6 à 7 mois de mon temps bénévolement à la loto-pompier. Je veux dire, je prêche pour ça parce que moi, ce que je préconise, ça serait que c'est sûr, quand on sort de l'hôpital, quand moi j'ai sorti de l'hôpital, c'était parce que ma femme n'était pas à la maison, elle était encore à l'hôpital, puis c'était mes filles qui étaient obligées de me donner mon bain. Je veux dire, j'avais pas de force. Pourtant, avant mon accident, j'avais un corps assez, pour l'âge que j'ai, j'avais un beau corps, puis j'ai descendu à 112 livres. Fait que la première fois que je me suis regardé, je pensais que j'étais un billet frais. J'avais les jambes quoi ça de grosses, tous les muscles sont affaissés. Ça fait que... Mais il n'a pas prouvé ça quand j'étais en Jamaïque. J'ai dit là, je vais me montrer, puis je vais voir comment le monde réagisse. C'est parce qu'on se fait peut-être une fausse idée. Je crois que la journée qu'on s'accepte comme on est, je crois que le monde pour les autres. nous autres nous accepte. Il faut penser que c'est normal aussi que les gens nous regardent avec curiosité. C'est normal. Vous l'acceptez, ça? Oui, ce soir, on s'est regardé un et l'autre. Même entre vous. C'est quand même être logique, là. C'est ça. M. Brunet? Quand des gens me regardent, puis ça, moi, je disais, avant, quand je voyais un brûlé, je le regardais. J'étais aussi mal à l'aise que lui de demander ce qui est arrivé. Tout ça, dans le fond, c'est bien plus ce qu'on interprète que ce qui est vraiment. On dit, certains sont méchants. Je pense pas que les gens sont méchants à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont maladroits. Je veux dire, moi, ceux qui m'abordent franchement, puis ils m'ont dit que c'est arrivé, j'ai dit, sauter, grosse propane. Bon, peut-être. Après, c'est fini. Je veux dire, tu peux l'affronter 10 fois dans la même semaine, tu ne le demanderas plus. Et c'est pire quand quelqu'un n'ose pas le demander. Et puis là, on se dit, bon, quelle idée qui se fait derrière la tête? Qu'est-ce qu'il peut prendre derrière sa tête qui m'est arrivé? Alors, vous souhaiteriez qu'on soit beaucoup plus simple quand on vous aborde et plus direct? Les gens sont tout le temps là, puis ils disent, tu sais, ils nous parlent, puis ils sont gênés, puis ils sont tout le temps là. Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? S'ils nous le demanderaient, on va dire, ben OK, c'est ça qui m'est arrivé, puis après ça, ben ça, c'est clair. Chantal? Parce que madame à côté de moi a dit tantôt, c'est que à propos d'aller se baigner, moi aussi, à un moment donné, j'ai eu tendance à vouloir me renfermer puis à cesser ça, cette activité-là. Puis à un moment donné, mes jambes sont pas mal maganées. Fait que j'ai continué quand même à aller me baigner, mais je sais que je me faisais regarder, puis des fois, je faisais faire exprès, j'allais m'installer juste en avant de la personne pour qu'elle me voie comme il faut, là. Quand elle m'avait bien vu, là, ben là, des fois, c'est la conversation qui commençait, puis à ce moment-là, je taisais un peu les préjugés. Patrice, tu levais la main tout à l'heure? Ben, aussi, parce que j'ai une perruque, ils me disent aussi de l'ôter. Et quand il y a le ballon, ils me lancent souvent le ballon dans mes cheveux. Puis, là, quand il tombe, tout le monde rit. Ben, je ris avec eux. Ça prend un peu d'humour, hein, pour passer à travers tout ça? J'essaie de convaincre tout le monde. Rien. Je dis tout le temps ça. Il n'y a rien là, c'est une perruque. Je repole pas le ballon n'importe où. Puis aussi, quand je suis dans l'autobus, des fois, il y en a une demande que c'est des salles, puis des marchés, dans les marchés, ben,
ou que les enfants dans les marchés. Et quand on te demande si t'es sale, tu leur expliques qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand la première fois que j'ai été à l'école, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Là, à beaucoup de monde, j'ai expliqué qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai leur dit, il m'est arrivé dans une tente une fois, à cause d'un fil électrique, et ça pognait un court-circuit. J'ai brûlé au complet. Puis là, j'ai été secourue par, je m'en rappelle plus trop, là. C'est ma mère qui me l'a dit, que j'ai été secourue. Ils m'ont pris avec une serviette. J'imagine quand Patrice a donné cette explication-là à ses compagnons et quand vous autres, vous avez eu l'occasion de nous expliquer ce qui vous est arrivé, il doit y avoir bien de la tension qui s'enlève dans les rapports et on peut peut-être arriver à avoir une relation normale après. Pas une fierté, mais je veux dire, un brûlé, quand tu peux mettre... il peut expliquer ce qui est arrivé, comment il en est sorti. Je pense qu'il y a un petit peu de fierté à le dire. Si les gens savaient ça, ils seraient peut-être moins réticents à le demander. On n'est pas gêné de dire ce qui nous est arrivé, on n'est pas gêné de compter comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on en est sorti. C'est comme je dis, il y a même un petit peu de fierté jusqu'à un certain point. Annie? Moi, j'ai déjà eu une expérience avec j'allais au terrain de jeu. Et justement, il y avait une piscine. Puis là, il arrêtait pas de crier que je polluais la piscine bien fort. Puis moi, je passais mon temps à courir autour de la piscine parce que je trouvais ça bien drôle dans ce temps-là. Je courais autour de la piscine, puis il arrêtait pas de crier que j'allais polluer l'eau. Puis là, à un moment donné, j'ai resté à dîner au terrain de jeu. Puis il était là. Oh, j'ai dit, non, il est là. Puis il arrive à côté de moi, puis il m'a demandé qu'est-ce qui m'était arrivé. J'aurais pu bien lui dire, ben, c'est pas de tes affaires, mais j'ai répondu calmement, j'ai tout expliqué. Là, après, elle dit, ah, t'es pas chanceuse. Ça a été fini. Après ça, on est devenus des amis. Il m'a parlé. Après ça, c'est ça, la tension a diminué. Puis au point de vue de la piscine, je veux dire, je me suis jamais empêchée d'aller me baigner. J'ai toujours trouvé ça drôle de voir le monde comme des fois sur les tremplins. T'attends pour aller sur les tremplins, puis là, le monde te regarde, puis il se tasse, tu sais, il s'en va en arrière. Là, toi, tu te colles encore plus, puis là, c'est l'autre en avant, mais t'es rendu au premier au tremplin. Ou bien, quand tu veux une tripe, il y a du monde dans la piscine. de la place, hein? Oui, il y a du monde dans la piscine. Une fois, j'étais avec Isabelle, on voulait une tripe, tout le monde avait des tripes. Et qu'on dit, on s'approche ensemble, projet personne. Les filles ont eu tellement peur qu'ils ont sauté, puis on a eu une tripe à nous autres. Madame Giguère, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, ce que je trouve peut-être un peu très difficile dans notre problème, c'est que c'est toujours l'éternelle question. Et moi, à un moment donné, je viens saturer de ça parce que je l'oublierais. Je les oublie, mes cicatrices, moi, complètement. Mais chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est encore la question. Et on dirait qu'on vient un peu tanné de compter la même histoire, là, tu comprends? Fait que ce que je trouve intéressant dans ce qui nous est donné comme possibilité au Grand Brûlé depuis quelques années, cette année, je fais la publicité pour l'autopompier, c'est il nous est donné de pouvoir se présenter devant un public. Et un brûlé ressemble à un autre brûlé. Et les gens, à un moment donné, ils n'auront plus besoin de demander ce qui s'est arrivé. Ils vont dire oui, c'est un brûlé. Alors plus tard, quand on le connaîtra un petit peu plus, on va lui demander qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Mais sauf qu'au départ, ils savent qu'on est des grands brûlés, qu'on n'est pas des lépreux, qu'on n'est pas ci ou ça. Comprends-tu? Vous dites, Mme Giguère, que si ces questions ne vous étaient pas reposées presque à chaque jour, vous arrivez vous-même à oublier assez facilement que vous êtes une grande brûlée. Est-ce qu'il y en a plusieurs comme ça qui ont finalement réussi presque à l'oublier? Isabelle? Bien, quand tu fréquentes du monde, tout ça, puis là, tu parles. Puis là, quand tu t'en viens, là, t'es beaucoup, tu sais, bien ami avec quelqu'un, là. Là, à un moment donné, tu te dis, c'est vrai, tu sais, je suis brûlée. Même des fois, avec des garçons, tu sais, tu agis normalement, puis des fois, tu sais, tu le demandes même pas qu'est-ce que t'as. Puis là, à un moment donné, tu te dis, quand ça s'en vient plus, tu sais... Là, t'es là, puis hein, c'est vrai, tu sais, comment ça se fait. Puis là, tu te poses des questions, parce que quand t'es jeune, faut tout le temps t'encaisses. Tu sais, faut que tu te battes. Faut que tout le temps, quand tout le monde te crie des noms, tu sais, tu commences pas à te battre avec eux autres, tu sais. T'encaisses, puis c'est sûr que c'est le fun d'en parler avec du monde. Comme moi, tu sais, j'ai connu Annie, tout ça, puis avant, j'en connaissais jamais de brûlé. Je n'avais jamais vu, sauf en secondaire 1, j'ai vu elle, puis premier, on se parlait même pas. On était là, hein. Il a brûlé elle aussi, puis on est des super bonnes amies, puis on se comprend parce que on parle pas ça, on n'en parle pas de qu'est-ce qu'on ressent devant tout le monde, puis tu sais, c'est des choses
Madame Beaulieu, vous nous avez laissé entendre tout à l'heure qu'à un moment donné, pour vous, ça avait été très difficile. Vous n'aviez plus le goût de vivre. Vous étiez prête à vous laisser mourir. J'aimerais savoir quels sont les défis que vous vous êtes fixés progressivement pour réussir à reprendre goût à la vie et progresser. Les premiers défis que je m'y suis lancée, moi, quand le téléphone sonnait, j'allais me cacher pour être certain de ne pas aller répondre à cause de mes cordes vocales. Qui avaient été affectées par... Oui, j'avais peur qu'on m'entende pas bien. Puis en me cachant, on ne fait pas entendre ma voix, puis on ne fait pas me voir non plus. Fait que là, j'ai commencé à répondre au téléphone, à rencontrer des gens que je connaissais pas. Parce que au début, j'allais au magasin avec mes soeurs, et je lui disais, demande pour moi, pour être certain de ne pas être capable, de ne pas avoir besoin de parler. Et le jour où vous décidez de parler, le jour où vous décidez, par exemple, de participer à une émission comme ce soir, j'imagine que ça doit être comme un progrès important pour vous. C'est incroyable. C'était un défi. Ça a peut-être commencé au recul de 2 ans, que j'ai commencé à répondre au téléphone, j'ai commencé à faire mes samplettes toute seule, aller dans un magasin, demander ce que je voulais, aller à la station d'essence, faire mes choses. Pour moi, c'était peut-être des petits défis, mais pour moi, c'était une montagne. Parce que j'ai recommencé. Aller, j'étais pas capable, j'étais nulle à 100%. J'allais pas aux toilettes toute seule, je mangeais pas toute seule. J'ai tout repris à faire ça. Ça a été une longue réhabilitation. Oui. Fait que c'est pour ça que ça a été long, que maintenant, ça fait 2 ans que je réponds au téléphone, puis je parle à des gens que je connais pas. Mais ça va bien. Vous êtes fière de vous. Mais c'est pas... Vous êtes assez active qu'elle est vice-présidente de Brûlable maintenant, parce que ça coûte beaucoup des grands brûlés. Je l'en remercie, parce que c'est une affaire qui... Ben, moi, oui. Tout à l'heure, ce que je voulais dire sur certaines personnes, là, je pense que quand on s'accepte... Moi, je suis toujours bien dans mon cas, vu que j'étais dans le service d'incendie, j'étais pompier, bon, les bricoleurs, pas mal les pompiers, tu sais, on fait ça du sideline un peu. C'est que je travaillais tout le temps. Là, aujourd'hui, à cette heure que mes mains sont rendues de même, j'en remercie le bon Dieu d'une façon, parce qu'il peut me faire tenir un marteau. La seule affaire, c'est qu'il me fait tenir un bâton de golf et des valises. Alors, c'est la détente toujours. C'est la détente complète. Oui, oui. Madame Baudouin, est-ce que vous diriez, vous, que vous avez retrouvé maintenant une vie presque normale et que vous arrivez à oublier que vous êtes une grande brûlée? Ben moi, je l'ai oublié, oui. Il y a juste quand j'ai des problèmes avec mon pied, parce qu'évidemment, il manque la moitié d'un pied. Alors, il y a des rhumatismes sur l'arthrite qui est dans ça, là. Les journées où la température va changer, que c'est assez douloureux. Mais quand c'est pas de ça, j'ai complètement oublié ça. Je me promène, bon, en costume de bain l'été, en short. J'ai pas vraiment eu... Peut-être la première année, là, bon... La première été, je l'ai passée avec des grands chandails à manches longues. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai assez sué, pourtant, j'ai pas à maigrir. Je vais me déshabiller un peu. Mais j'étais gênée. Je voulais pas montrer mes bras, qu'il y avait des greffes, puis que c'était pas la même couleur. Mais quand j'ai eu assez chaud, l'autre été, là, j'ai commencé à me déshabiller. J'ai dit, là, un instant, là, c'est moi qui vis ça. Faut que je commence. Puis, bon, je suis allée dans le sud après. Les premiers temps, c'était un petit peu dur. Le monde me regardait, surtout, bon, qu'il manque la moitié d'un pied. J'ai des greffes. Je suis dans 2 couleurs ou 3. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, let's go. On fait comme tout le monde. On est comme tout le monde, tu sais. Puis on va se baigner. Puis là, les gens, ils viennent qu'ils s'habituent. Quand vraiment ils trouvent ça bizarre, ben moi, je dois avoir une figure assez sympathique. Tout le monde s'approche et me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur explique. J'ai eu un accident. J'ai été brûlée. Ah, c'est ça, les brûlures. Ça, c'est les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils nous regardent la peau et disent, ah, c'est ça, être brûlé. Madame Hamel, vous avez, vous en avez parlé tout à l'heure, 2 jeunes enfants qui ont été brûlés en même temps que vous et votre époux. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes enfants-là pour les aider à passer à travers cette épreuve-là? Disons qu'au moment où c'est arrivé, ma fille avait pas tout à fait 3 ans, mon garçon avait 6 ans. Ma fille, là, disons qu'elle était un peu, comme monsieur disait, inconsciente. Mais là, elle est rendue à 6 ans. Ça fait 3 ans. Elle me pose des questions comme, est-ce qu'on va être toujours brûlés, nous autres? Parce que elle, ça la fatigue que les gens questionnent son frère, et puis que elle, si elle va être toujours comme ça. Puis là, on se fera plus brûler.
Mais ça va rester là, tu sais. Puis on va bien, là. Puis ça va aller encore mieux, tu sais, là. Et puis tandis que mon garçon, lui, je sais pas si c'est l'effet que c'est un garçon, je veux pas faire de sexisme, là. Mais lui, la première année était plus difficile parce qu'il me croyait morte. On a été séparés dans des hôpitaux différents, mon mari et moi, au centre des brûlés au 7e. Mes 2 enfants à Sainte-Justine. On a été séparés, là, moi j'ai été tout près de 3 mois. Et puis là, mon fils, lui, à l'âge de 6 ans, il pensait qu'il n'y avait plus de mère. Jusqu'au moment où il m'a vu, c'est après 1 mois et demi. Bon, disons que sa guérison a été en retard au départ, là, à cause de ça, sur son psychologique. Mais on a récupéré tout ça dans un sens, là, avec beaucoup, beaucoup d'amour, d'attention, même si à un moment donné, les journées prendraient le double puis le triple d'heure, là, pour arriver, là. Mais on en vient en bout, parce que, je veux dire, psychologiquement, maintenant, là, 3 ans plus tard, il va vraiment bien. Est-ce que ça fait de vous, maintenant, des gens qui ont, j'imagine, à l'égard du feu, une crainte énorme? Est-ce que vous avez été obligé de vous replacer, peut-être, dans des situations où vous vous provoquiez un peu, ou Madame Desmeules? Moi, c'est arrivé qu'un poêle a fondu, puis je suis plus capable de manger le fondu. Même pas un poêle électrique, je suis plus capable d'approcher ça. Même si je verrais quelqu'un dans un restaurant, là, à côté de moi, il y aurait un poêle à fondu, là, je pense que je me tasserais. Je suis plus capable. Monsieur Lafontaine, est-ce que vous êtes resté, vous, avec une peur du feu? Moi, c'est arrivé le 14 mai 1987. C'était un accident d'auto. Puis à la suite de ça, bon, on demeure avec ça, puis toujours, quand j'allais en auto, tu revois ça dans des conditions à peu près similaires, là, tu revois toujours la même chose. Puis tu as une appréhension face au feu. Mais 1 an, jour pour jour, après l'accident, je me suis retrouvé chez un voisin, alors que la maison était complètement en feu. La femme était dehors, puis elle criait « Mon frère est en dedans, mon frère est en dedans ». Puis elle ne pouvait pas y aller. Puis là, je me suis dit, ben, j'y vais ou je reste ici. Puis là, j'ai hésité pendant 1 ou 2 secondes là, avant de rentrer dans la maison pour aller chercher le bonhomme. Enfin, il n'était pas inconscient, il était plutôt perdu dans la maison. Mais j'ai eu, à ce moment-là, la barrière a tombé. Là. Un coup, j'ai ressorti du feu. Je suis ressorti du feu, en fait, un an après. Isabelle? Moi, je peux pas dire, j'ai pas peur du feu. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas vu le feu. C'est arrivé comme ça, puis... mais j'ai aucune crainte avec le feu aujourd'hui. Madame Beaulieu, M. Parr nous disait tantôt que vous êtes vice-présidente de l'association Brûlame, donc vous aidez d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous leur dites surtout? Sur quoi vous misez, puisque vous êtes passé, vous, à travers cette expérience-là? Surtout de ne pas rester seul, rencontrer des gens, puis sortir, puis demander de l'aide, surtout demander à d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi. Surtout de ne pas rester seul. C'est le plus malheureux, je pense, dans tout ça, quand on se cache, quand on veut pas sortir, c'est nous autres qui est malheureux, tu sais. Les autres, ils nous voient pas, mais ils vont s'habituer à nous voir, ils vont s'habituer à nous jaser, à nous rencontrer. Il faut pas rester. Il faut sortir, il faut faire ce qu'on a envie de faire, et la vie continue. Monsieur Parr? Pour ajouter à M. Tzadar, peut-être que je suis m'ajustais un peu, mais ma femme, quand on allait chez des amis ou quelque chose de même, la première chose qu'elle faisait, là, c'était la cuisine pour voir quelle sorte de poêle qu'il y avait là, quelle sorte de choses. Fait que pour remédier à ça, j'ai dit, tu vas me trouver peut-être, je cherchais un peu, j'ai acheté un poêle à gaz. J'ai installé un poêle à gaz chez moi. Puis depuis ce temps-là, quand on rentre à quelque part, on va le mettre dans la cuisine. Monsieur Brunet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je pense que, pour dire un peu ce que Mme disait tantôt, c'est évident que les gens qui nous entourent nous aident beaucoup. Moi, ma famille m'a beaucoup aidé, mon épouse, tout ça. Puis, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est que les brûlés qui vont connaître des problèmes, qui vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, à ne pas sortir, c'est eux autres qui se font ce mal-là, finalement. Je veux dire, on ne peut pas mettre ça sur le dos des autres. C'est les gens qui ont de la difficulté à réintégrer le monde ordinaire, c'est eux autres qui se font du mal par eux-mêmes. Je veux dire, c'est à eux autres, je pense, un brûlé, ça, écoute, on n'est pas une personne à part. Hein. Moi, j'ai jamais fait de nuance sur ma façon de vivre avant, après. Je veux dire, je suis le même Robert Brunet. Je veux dire, je fais les mêmes activités. Dans certains cas, c'est plus malhabile. Mais je veux dire, j'essaie on vit. Avez-vous la même vie sociale qu'avant? La même chose.
Madame Hamel, rapidement. Oui. Comme moi, dans notre cas familial, j'ai inculqué beaucoup ceci aux enfants. Tout ce qu'on a envie de faire, on le fait. Comme n'importe qui. Il faut continuer, la vie continue, puis on est très intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on est brûlé, qu'on est plus fin. Surtout pour les enfants, parce que là, eux autres, ils grandissent. Il y a beaucoup de grandes périodes qui s'en viennent pour eux autres. Puis je me dis, en leur mettant ça dans la tête tout de suite, bien, ils vont être ferrés quand ils vont arriver à l'adolescence, pré-adulte, etc. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On vous revient tout de suite après cette pause. Alors, on a un ordinateur assez agréable, le cours est dégagé, directement la journée comme on vient. Il est 7h20 et les nouvelles du sport suivront dans quelques minutes. Chaque jour, vous faites tant de choses pour vous sentir fraîche. Ne serait-il pas bon de songer à ajouter à vos soins quotidiens les protections légères Kotex Light Days? Les Light Days sont assez minces pour être portées tous les jours et elles sont profilées pour s'ajuster confortablement. Cherchez aussi les nouvelles Light Days allongées. Light Days, minces et confortables tous les jours. Fraîches tous les jours. Écoutez bien ça. 6 jeunes de 12 à 17 ans peuvent mériter un voyage au pays des Incas. Pour participer, oui, utilisez les bulletins publiés dans votre quotidien. Regardez cet agrandissement tiré de l'album de Tintin, Le Temple du Soleil, et identifiez de quelle page il provient. Ce concours se déroule dans le cadre de l'exposition L'Empire Inca et les trésors du Pérou. Une présentation d'Orlicon Aerospace, une collaboration de Canadien International, CKC 73, La Presse et Radio-Québec. Ce concours-là, c'est le Pérou. Tu fais ça, toi, la bataille? Hein? Tu au-dessus de nous autres, toi, Steve? Hein? Avec ta planche à voile et ton truck, Steve? Hein? Tu viens ici de nous provoquer chez nous, tu sais. T'es chez nous, ici, t'es fesse. C'est quoi l'idée de venir agresser le monde, demain? Faire des viandes, ça ne m'intéresse pas. Les belles vacances de Claude se transforment en cauchemar. Conscient de minute que j'ai peut-être tué un gars parce que t'as sorti ton couteau à l'hôtel. Visage pâle. Il a l'air bon, hein, Mathieu? Oui, papa est en train de mettre du fromage dessus à cause de mes talons. Tes talons? Il n'y a rien comme du fromage comme de l'estomac dans le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai beaucoup faim. Oui. Pour Mathieu, François et vous, le fromage, ça dépanne à tout coup. C'est pratiquement indispensable. Alors, assurez-vous d'en avoir toujours assez. Du fromage, s'il vous plaît! Chacun a ses raisons de boire de façon réfléchie, de décider dès le départ de prendre le taxi ou l'autobus pour se rendre à une fête, de se rappeler qu'il y a un moment et une place pour boire, et de ne jamais oublier qu'il y a des êtres chers qui comptent sur nous. Tout le monde a ses raisons. Pensez aux vôtres. Les morts sont morts et enterrés, madame. Oui, j'apprécie cette belle phrase. Ce qui m'ennuie, monsieur Russell, c'est que pour vous, les vivants ne valent guère mieux. Eh bien, Russell, comment imaginez-vous que va être l'enfer? On meurt tous, ce n'est qu'une question de temps. Le dimanche 23 juillet. Alors, Madame Giguère, je vous laisse le mot de la fin. Je trouve que pour des personnes qui ont passé à travers des expériences comme nous autres, ce qui est important, là, c'est de se rendre compte que la vie est si précieuse. Et la santé, par la suite, on respecte notre santé après avoir été tant agressé, là, d'opérations et de tout, là. On respecte beaucoup plus ce qu'on vit, puis on le prend, puis on le savoure. J'imagine que ça doit changer beaucoup vos valeurs. Absolument. Même si ça m'est arrivé jeune, moi, je suis sûre que j'ai pas vécu vraiment comme les autres enfants. J'ai pas évolué de la même façon. Pas du tout. Isabelle? Moi, je voudrais juste dire à tout le monde de nous laisser prouver qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce que ça arrive souvent, là, moi, en tout cas, je fais des demandes d'emploi, je viens, puis là, c'est beaucoup esthétique, la société, hein. Puis ils disent, ouais, est-ce que je vais l'engager comme vendeuse, tu sais, des choses comme ça, là. Alors, on retient ça, qu'il faudrait qu'on vous laisse la chance de prouver ce que vous êtes capable de faire. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio ce soir.
La semaine prochaine, à droit de parole, être parent à 16 ans. Est-ce une catastrophe? Un débat à suivre. Dans quelques minutes, voyez, c'est arrivé à Hollywood.